continue, nos cours de formation. Comme je l'ai dit, on va essayer de faire 10 cours à peu près qui sont des cours de formation, de préparation, de 1, expliquer et construire notre pensée politique, de 2, expliquer et construire la fonction qui est attendue de tout celui qui se dit militant, qui se dit cadre politique, qui se dit investi dans la vision d'Imperium. Bonsoir, Papa Coco. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir, bonsoir. J'ai une question que je vous avais posée, mais apparemment, vous n'avez pas eu le temps de répondre par rapport à la réunion de la fois passée. C'était quoi la question? Pardon si je n'ai pas répondu. Oui, quand vous avez répondu à une question qu'on vous avait posée par rapport à la restitution de l'argent. Oui. Vous avez dit, d'après la tradition de nos cocos, il faut payer les 1/5 pour restituer l'argent. Oui. Et maintenant, je veux savoir, parce que quand moi je lis la Bible, je vois que dans la Bible, quand il s'agit de la dîme, si la personne veut racheter la dîme, il doit payer les 1/5 de la dîme. Si vous lisez dans Lévitique chapitre 27, le verset 1er, Lévitique, on parle de ça. Maintenant, je veux savoir, notre bokoko est lié à la tradition juive ou bien notre bokoko est lié à la Bible? Parce que je trouve ça dans la Bible, c'est que vous avez répondu à notre ami qui vous avait posé la question par rapport à la restitution. D'accord. Bah, la question, elle est simple. Je vais vous retourner la question. La tradition des Bako Konabiso et Komama Wapi. Tango Koko Aouti village, le Koko qui vient du village. Il te dit fais ça, fais ci, fais ça. Ce qu'il te dit, c'est écrit où? Et c'est même la question que je vous avais posée. Parce que moi, je te pose de l'autre côté. Moi, je te pose de l'autre côté. C'est-à-dire que toi, tu me poses la question en me disant que tu as trouvé un endroit où ce que j'ai dit, où c'est écrit. Donc, avant de te répondre, moi, je te pose une autre question. Quand tu viens avec des traditions, des Bako, comme un des frères avait donné la dernière fois, il avait dit que quand les Koko, ils ont dit, quand tu veux utiliser les plantes de quelqu'un pour guérir, il faut que tu réussisses à payer avec ton argent. Donc, moi, je pose une question, c'est écrit où? Oui, c'est ça que je dis. L'autre tradition est écrite nulle part. Maintenant, quand on veut comprendre, on voit comme si nous sommes liés à la tradition juive, apparemment, parce que ça se trouve dans la Bible. C'est dans Lévitique. Notre bokoko est lié à ça ou quoi? C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre comme ça. Il y a une tradition qui est au-dessus de toutes les traditions. Si je prends comme ça, il y a une tradition qui est là, et de ces traditions-là vont s'enraciner les 70 traditions. Parce que là, si tu veux qu'on parle technique, on peut rentrer technique, mais je ne sais pas si tout le monde va suivre, mais je t'explique. En fait, il y a une notion qui est au-dessus de l'appartenance à une terre, de l'appartenance à un peuple. Cette notion-là, elle s'appelle la tradition des Bokoko. Pourquoi? À l'origine, tous les peuples étaient un, parce que nous venons tous d'un même papa, Adam, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc, à partir de ce moment-là, si toi, papa Coco, tu dis que moi, je viens de Adam, le juif, il vient de Adam, le musulman, il vient de Adam, le chinois, il vient de Adam. La question maintenant que je demande, papa Coco, quel est le livre que Adam a reçu? Parce que c'était lui le père de l'humanité. Oui. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut voir que la racine, il y a un peuple nyosio et pesamana Adam. Livre Oyo Adam Azwa et Komama Boye. Il y a 3 livres Azwa. Oui. Et Komama, livre de Sniyuta. Livre Moussousou et Komama, Betsira.
Livre de la formation. Mais nakati ya ordonnance no wana esili ozoka la fois passée te. Livre mosusu ekomama Raziel. Donc, 3 livres wana Adam moto azwango. Donc, si vous pensez que Adam n'a pas reçu de livre, vous vous trompez. Le père de l'humanité a reçu un livre. Il a gardé ce livre, il a gardé. Donc, pardon pour la parenthèse, ce n'est pas une parenthèse politique, mais il faut que je réponde à la question de Papa Coco. Adam, il a gardé, jusqu'à ce qu'il y ait le déluge. Dans le déluge, là, le monde entier a été détruit. Et on va reformer le monde à partir de un père et ses 3 fils. Noé, qui va avoir Cham, Shem et Japhet. Là encore, personne au contexte. Tu vas chez les Chinois, tu vas chez les Arabes, tu vas chez les Juifs, tu vas chez les Noirs. Non, Noé, il avait 3 enfants. Noé, il a reçu ses livres lancés en héritage. Donc, quand je dis que la tradition de nos cocos, elle est une, elle est pure, je parle de ici. Quel est l'endroit dans le monde où la plupart des choses que Adam a reçues sont inscrites? C'est écrit dans les livres les plus cachés que même les Juifs n'ouvrent pas. Donc, si tu trouves certaines choses d'entre elles qui sont devenues des lois, c'est normal. Parce qu'ils ont compris que la vraie tradition du monde, c'est celle tradition qui a été remise au Père de l'humanité. Papa Coco, ça va? Oui, ça va. Là, maintenant, nous devons aussi écrire notre tradition parce que pour se référer. Sinon, c'est difficile. Il faut écrire une tradition aussi pour nous. C'est pour ça que je dis, depuis peut-être maintenant 1 mois et demi, il faut qu'on s'asseye, il faut qu'on tovanda, le chef coutumier, les pasteurs, les hommes spirituels, les politiciens, les professeurs d'université, et qu'on écrive la tradition. Mais pour ça, il faut une base. La base, c'est quel est le texte que le premier homme de l'humanité a reçu. Il n'y a aucun pays dans le monde qui peut te dire, nous, on sait quel livre Adam il a écrit ou quel livre Adam a reçu. Mais c'est ça le départ, pourtant. OK. C'est compris. Merci, Baba. Merci beaucoup, Baba. Rien. Donc, on repart. Donc, la chose, elle est comme ça. Donc, nous, aujourd'hui, on va voir la thématique numéro 9. C'est sur la notion de gestion minière. C'est une question très importante parce que tout le monde nous attend au tournant pour voir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit gérer, quelles sont les idées de Imperium pour ce qui concerne la gestion des ressources minières. Papa Coco, juste au passage, tu sais oui. Que certains Coco au Congo disent que Adam a condamné na Congo. C'est vrai. Là, je ne sais pas. Ah oui, il y a des anciens qui disent que Adam il a été enterré au Congo. Donc, c'est le repère. Il faut bien commencer quelque part. Mais après, on adapte selon la réalité du peuple. Donc, je finis la parenthèse. Donc, la gestion des ressources minières, c'est une question importante parce qu'on voit aujourd'hui que c'est celle-là qui fait le plus grand mal, le plus grand tort à notre pays. Parce que depuis l'autorité qui doit manager la gestion, jusqu'au management, jusqu'à ceux qui y travaillent, jusqu'à l'exploitation, jusqu'à comment cela est vendu, rien ne va. Rien ne va et pourtant, on a trop de ressources minières. C'est comme si on avait un cadeau empoisonné. Si on résume,
On a les diamants. Enfin, je ne résume même pas, je vais juste aller vite. On a les diamants, on a l'or, on a le coltan, on a les hydrocarbures, ils ont trouvé du gaz, on a le pétrole, on a le cuivre, on a quoi encore? On a l'uranium, on a le cobalt, on a le bois, Nickel. on a le nickel, on a le caoutchouc. Donc, Le vous voyez, fer. on a du fer, on a le cuivre. Ah, j'ai demi-cuivre. Vous voyez qu'on a tout. On a tout, 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 tout. Mais la gestion est catastrophique. Donc, avant d'aller dans, comme je dis, pour moi, la conception de la politique, ce n'est pas d'attaquer les bilans. Quand on attaque les bilans, c'est qu'on n'a pas de solution. L'idée, c'est de comprendre comment on va réussir à faire une gestion qui est bonne pour que les choses se passent bien pour le pays, pour les gouvernants, pour la population et pour les travailleurs. Maman Vanessa, tu veux prendre la parole? Parce que j'avais fermé le micro, juste un petit bonjour. Un petit bonsoir. Bonsoir, Vanessa. Bonsoir, bonsoir. Vous voyez qu'on a tout ça. Donc, la question, c'est, comme vous avez compris, la volonté et l'idée d'Imperium, c'est avant de se précipiter à créer des solutions ou à donner des idées, il faut réussir à donner la vraie définition des choses. C'est-à-dire qu'à un moment, quand quelqu'un dit une chose, il y a possibilité de vérifier si c'est une vérité. Donc, même si aujourd'hui, on a, comme l'a dit Papa Coco, on a des éléments vrais qui vont être retrouvés dans la Bible des Juifs, dans ci, dans ça, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, c'est faux. Mais il faut vérifier. On est obligé de donner une définition. Si on ne sait pas ce que sont les choses, on ne peut pas construire d'idées ou de solutions qui soient viables. Donc aujourd'hui, si on regarde la gestion minière au Congo, pourquoi elle est catastrophique? Parce que les gens ne savent pas à quoi ils ont affaire. Ça, c'est le premier constat. Si tu sais à quoi tu as affaire, tu sais déjà comment ne pas te tromper. Ne pas mélanger les oignons avec la salade. Ne pas mélanger les pommes de terre avec la banane. Si tu sais ce que c'est banane plantain, tu ne vas pas le cuire comme tu cuis des salades. C'est la même chose. Savoir ce que sont les choses permet de définir, entre guillemets, une solution qui est adaptée. Donc, la question que je vais vous demander, dans vos connaissances, comment vous avez grandi au Congo, avec la sagesse de nos cocos. Maintenant, Papa Coco, je demande à tout le monde aussi. Minerais, eza eloko nini, c'est quoi les minerais? Donc, vous voyez, on parle tous des minerais, on dénonce des choses, on crie, on fait des blogs, on manifeste, mais juste, première question numéro 1, qu'est-ce que c'est que le minerai selon la sagesse de nos sages, selon la sagesse de nos cocos? Minerai eza eloko nini. Si on ne sait pas ça, comment même vous pouvez construire une idée précise sur le minerai? C'est quoi le diamant? C'est quoi l'or? C'est quoi ces choses-là? Comment ça se fait que dans le monde, il y a des terres où dans la terre, on va trouver des choses qui ont de la valeur? De la valeur, on va voir. Mais comment ça se fait? D'où ça vient? La semaine dernière, on a vu c'était quoi ma bende. On a vu c'était quoi les pièces. En comprenant tout ça, on a pu comprendre comment il faut définir l'économie. La même logique, elle est ici. Qu'est-ce qui est? C'est quoi les minerais? Je peux? Merci. Oui. Oui, oui. Je peux répondre? Oui, 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 Maman Vanessa.
Oui, ce sont des ressources qui sont sous la terre. Là, moi, je vois dans ces sens-là, quand tu parles de Bokoko, je vois déjà qu'il y a la terre dedans, c'est la terre. D'accord. Donc, c'est des choses qui sont sous la terre. Et ma Oui, question, oui. c'est comment ça se produit? Et Salamike, Nakati Amabele, à l'intérieur de la terre, une pierre diamant, un C'est élément. naturel. Ce sont des ressources qui sont sous de la terre, qui sont naturelles. Ce sont des choses qui sont naturelles. Ok, maman Vanessa, j'ai compris. Mais comment ça se fait si on a changé ma frontière dans une même terre? Je prends la même terre, ça ne produit pas la même chose. Naturel, ça veut dire quoi? Président, Eh, moi, je peux définir le minerai selon la sagesse de Coco, comme vous l'avez demandé. Je peux définir le minerai comme étant euh, une, euh, une richesse, une bénédiction que Dieu a donnée à notre terre. Donc, ce sont des matières précieuses que Dieu a données à notre terre. Donc, c'est une sorte de bénédiction pour une terre donnée. Donc, que vous ne pouvez pas trouver. Oui, oui. Si c'est une bénédiction, comment ça se fait qu'on a les minerais de sang? Comment ça se fait qu'on a des enfants de 12 ans qui meurent dans des écroulements de mines? Ça, c'est une bénédiction, ça? Comment ça se Ça, fait c'est la mauvaise gestion. Comment ça se fait que la mauvaise gestion existe si c'est une bénédiction? Quand Dieu donne une bénédiction, c'est une bonne bénédiction. Il ne peut pas avoir une mauvaise gestion à côté. Bon, moi, je trouve que la part de profiter de ces minerais revient aux hommes. Dieu a doté déjà aux hommes de cette bénédiction, si je peux le dire ça. Mais pour en bénéficier, ça revient aux hommes de bien le gérer. Donc, ce n'est pas une Et lorsque bénédiction. vous le gérez mal. Donc, ce n'est pas une bénédiction. Si je te donne quelque chose, je te donne de l'argent, je te dis, ah, si tu le gères mal, ça va te faire des morts, ça va te faire de la famine, des guerres. Tu vas dire, mais ton argent, là, c'est pas une bénédiction. La vraie bénédiction, si on la reçoit de A jusqu'à Z, elle est positive pour moi, elle ne produit aucun effet négatif. Bon, Président, en ce qui concerne le minerai, ce n'est pas le minerai en soi qui nous cause la malédiction. Ce n'est pas le minerai en soi qui nous cause la malédiction, la guerre, tout ce que nous avons. Ce sont des gens qui veulent profiter aussi de ces minerais que nous avons. Ce sont eux qui nous causent la malédiction, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Je te pose une question. Je te pose une question. Oui. Un village. Tu vas au village, tu vas voir un coco. Il banga moko, il prend une pierre, il dit, mets ici. Tu laisses la pierre ici. Même les Mindele Bazo Sango, même les Blancs, ils le font. Il prend la pierre, il met ici, la pierre commence à chauffer. Il dit, bon, ça s'appelle la thérapie par la pierre. Mais tu vas voir, c'est guéri. Ah. Après, il te dit, ah, si l'enfant a des problèmes de dents, tu prends la pierre de jaspe. Vous avez entendu parler de ça, non? Oui. Aujourd'hui, pierre de jaspe, au tient na poignet, au collier. Même les pharmaciens, même les pharmaciens, ils font ça. Douleur de la dent diminue. C'est pas encore fini. Les gens qui font les thalassothérapie, ah, faut que j'aille me soigner. Tu t'allonges, on te met des pierres sur la colonne vertébrale. La pierre, elle chauffe. On te dit, ah, t'es détendu. Donc, je repose ma question. La malédiction, c'est la gestion ou c'est la pierre elle-même? La malédiction, comme je l'avais dit, c'est la gestion. Ce n'est pas la pierre elle-même. Papa Sébastien, je vais t'aider. La malédiction, c'est la pierre elle-même. On va expliquer pourquoi
et en quoi la gestion doit être une réponse. Si on fait na boanya bakoko, si on essaie de regarder c'est quoi les minerais, on va prendre une thématique qu'on avait déjà vue, mais je vais la développer plus sérieusement. Toutes les informations que je vous dis, on peut les vérifier. Si vous voulez les vérifier dans les livres, demandez-moi. Si vous voulez les vérifier dans les cocos du village, appelez-les, demandez-les. Et s'il y en a qui a une question, qui m'appelle. Et je répondrai. Rabin, s'il vous plaît. Oui. Je veux un peu parler de quelque chose que notre frère vient de parler sur la bénédiction. Oui. Quand il dit que les minéraux sont des bénédictions que Dieu nous donne. Et puis, vous lui avez répondu que comment, si c'est une bénédiction, ça nous crée des guerres, des gens morts par-ci, par-là. Maintenant, je vais ajouter parce que quelque part, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et se fait suivre d'aucun chagrin. Et pourquoi nous, notre bénédiction se fait suivre des chagrins, des guerres, tout ça? C'est une bénédiction ou bien cette phrase-là un peu? C'est exactement ça qu'on va rentrer. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne peut pas parler de ce que c'est que la gestion des mines. Donc, on commence comme ça. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur la nourriture? Hein? Oui. Ok, je reprends ça là-bas. Et j'insiste à Papa Coco, tout le monde qui est en ligne. Demandez au Coco. S'il y en a un vrai Coco qui connaît la tradition, qui dit que ce que j'écris là, c'est faux, Babenganga, qui m'appelle. On va mettre le dossier sur la table, on va aller dans la profondeur. Parce qu'à un moment, il faut dire la vérité aux Congolais. Si déjà que dans la réalité, on n'est pas forcément dans la vraie, mais au moins dans la spiritualité, qu'on soit dans le vrai. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens pensent que comme c'est spirituel, on peut interpréter, ce n'est pas visible. Non, 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 non. Le spirituel, c'est aussi géré et aussi strict que le visible. Et c'est parce que le spirituel est géré et strict que la visibilité existe comme elle existe, avec des états, avec des règles, avec des lois. La spiritualité aussi a des lois. Donc, quand les cocos du Congo disent qu'il faut faire comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, c'est parce qu'ils connaissent les lois qui régissent la spiritualité de ce pays-là. Donc, on reprend. Soki Moutakufi, quand quelqu'un meurt, lui, il meurt à Koufi. Maintenant, il meurt à Moutumabe, quelqu'un de mauvais. Quand on dit quelqu'un de mauvais, ça veut dire qu'il n'a aucun regret, aucun mal à voler, à tuer, à être immoral. Moutumabe, quand il meurt et que tu es quelqu'un de mauvais, déjà, option, il y a paradis, Bossana. Option du paradis, oublie. Même option autre, lobby, enfer. Bossana, oublie. Sikoyo, il te reste une option. Parce que là, on est se disant, ça là récupère Ango. Toutes les choses que Dieu fait, il les récupère. La seule option, ok, place Mokobo, retenir bien Combo, parce que ouais, ça, bon, il y a sérieux. Place Wana comme Nango Kaf, Akela. Dans cet endroit-là, l'objectif, c'est quoi? Comme au Koufa Mutumabe, tu es mort comme quelqu'un vraiment d'immoral, d'impropre, tu as fait des choses qui ne sont pas viables et surtout, tu as quitté ce monde sans avoir le regret. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu rentres dans cet endroit-là, au Koti Awa. La place Oyo, Oza qu'on subir ma décret. S'il vous plaît, Rabbin, mais vous n'avez pas expliqué les CAF Akela pour les autres. C'est le prison. Comment ils vont comprendre le CAF Akela? Je vais expliquer, ça arrive. Je vais expliquer. Ah, okay. Je vais expliquer. Donc, dans le CAF Akela, là, eza place moko oyo au bandako vivre ba réincarnation bizarre. Parce que na bonya bako qu'on a biso dans la connaissance de nos sages, ils savaient c'était quoi la réincarnation.
OK Namibie, OK Congo, OK même Tanzanie. Ce monde a botami zela mo kitota soki molimo a grand ya koko izongi. Tu vas voir un enfant dire attends, on va attendre un peu, on va voir si l'âme du grand-père est revenue pour l'appeler comme le grand-père. Donc on avait cette tradition-là, mais maintenant les gens ont reçu des traditions qui ne sont pas les nôtres. On dit non, réincarnation oubliée, il est mort, il va dans le sang d'Abraham. C'est quoi le sang d'Abraham? Expliquez. Tu dis des places comme ça, on ne sait même pas ce que c'est. Moi, je vais expliquer chaque chose. Parce que si on ne comprend pas ça, la politique, ça ne sert à rien. Parce que tu vas gérer quoi, comment? Je reprends. Kaf Akela, c'est Kaf et ça, poignée, c'est comme la paume de la main. Paume de la main. C'est une paume de la main où tu es coincé là-bas. Tu es jeté dans cet endroit-là. Pourquoi? Parce que tu étais Mutumabe, tu étais quelqu'un de mauvais. Maintenant, ton objectif, c'est de passer des étapes pour pouvoir être sauvé. Et une fois que tu es sauvé ici, tu repars en enfer. Là-bas, tu fais 12 mois. Et quand tu as fait tes 12 mois en enfer, qui sont 12 mois d'atroce souffrance, là, tu peux aller au paradis. Donc, il faut sortir d'ici. Et dans le cas Fakela, il y a 4 niveaux de réincarnation que tu dois passer. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle minéral. Deuxième niveau, végétal. Troisième niveau, animal. Quatrième niveau, homme. C'est quoi le quatrième niveau homme? C'est qu'il faut que ces éléments-là, écoutent ou être connectés à Mutu. Il faut que ces 4 éléments se connectent avec l'homme. Ce n'est pas que tu es un homme. Tu dois rentrer dans un homme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans ce niveau-là, dans ce niveau-là, au Salakaba, au sein de l'évolution, pour Nakoleka, de minéral à végétal, pour passer de minéral à végétal, ça ne se fait pas n'importe quand. Tu passes des tests, ça on expliquera pour ceux qui sont intéressés. Tu passes des tests, mais une fois que le test est passé, tu dois attendre seulement 4 mois dans l'année pour passer ces tests-là. Au quitter minéral au commis végétal. C'est quoi ces mois de test? Si je résume vraiment très vite, c'est juillet, août, septembre, octobre. C'est-à-dire que moi, il faut que Keba, Tangozo, Simba, minéral, on a minéral zanini. Période de taille que les cas, aux outils végétal, aux mata, niveau animal, qu'on a que c'est réparé. Ezalaka, mars, avril, mai, juin. Boto Nabako, quoi. Les alliés s'est quitté. Demandez au ça, c'est pas la rigolade. Très sérieux. Maintenant, moi, je préfère quitter niveau animal pour rentrer dans le niveau homme. Ça va être novembre, décembre, janvier, février. C'est pour ça que vous allez voir, dans la nature, il y a des cycles alimentaires. Il y a des fruits et des choses que vous ne trouvez pas dans la nature selon les mois où vous êtes. Il y a des nourritures, même les sages, les coqs vont vous dire non, il ne faut pas qu'on ait à Tangwana. Attention, ce n'est pas la période, c'est un peu encore amer, c'est un peu aigre. Laisse, attends. Demandez aussi au coco, est-ce qu'il y a il y a des mois où on ne mange pas les animaux? Vous vérifierez et vous direz, on ne mange pas les animaux quand c'est mars, avril, mai. Et vite.
Et tout ça, on a perdu. Tout ça, on a perdu. On a perdu parce qu'on a oublié quelle était la sagesse de nos sages. Mais demandez aux anciens. Maintenant, quand on est dans minéral ici, minéral, bakoko balobi, minéral et zahanini. Minéral, c'est l'eau, les pierres, le sel. Qui dit pierre? Dit pierre précieuse. Pierre précieuse. Dans l'eau, on a quoi dans l'eau là-bas? On a le gaz et le pétrole. Ainsi de suite. On a le sable, ma bélé, au niveau du minéral. Donc, ce qui est au tali niveau, si vous regardez les niveaux ici, les coques vous disent que le pire des quatre, là, c'est le minéral. Vous dites que esprit ma baisse en akati. C'est-à-dire que dans sa nature, c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est-à-dire quoi? Si je ne fais pas attention à ce que je fais avec l'eau et ce qu'il y a dedans, les pierres et ce qu'il y a dedans, et le sel, ce qu'il y a dedans, le sel et ce qu'il y a dedans, c'est fini. Ce qu'il y avait ici, qui est rentré là, m'influence. Ah, maintenant, revenons dans la réalité concrète. Vous verrez que dès que quelqu'un touche au minéral, au minerai, son caractère, il change. Il peut être quelqu'un de très, très bien, mais dès qu'il va avoir un petit diamant dans les mains, ouais que non, la personne, elle a changé. Ou même des fois, il est normal, on lui met un petit bijou avec une pierre, d'un coup, commence à sentir qu'il est, il est quelqu'un. La même chose. On te dit, à côté de ta rivière, là, il y a du gaz. Hey, tu es devenu champion. Pourquoi? Parce que, en fait, ces choses-là ne contiennent pas des choses bonnes à la base, à l'intérieur. Donc, leur influence, quand on travaille avec, si on ne fait pas attention, ça va nous amener à faire la mauvaise chose. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des minerais de sang. Comment un Congolais peut envoyer son fils de 12 ans rentrer dans une mine et il meurt, c'est fini, c'est pas grave. Comment des chefs de guerre peuvent prendre toute une mine, tu voles, tu prends une mine, à toi, même quand tu vas voler un diamant. Tu voles un diamant, on te tue. Tu as 12 ans, 14 ans, et personne ne réagit. Comment les gens vont aller jusqu'à la porte de l'enfer là-bas, là, pas loin de quoi, je crois. Hein. Il y a marqué là-bas qu'ils ont pris l'uranium de la bombe nucléaire là-bas. Donc, tu viens prendre l'uranium, qu'est-ce que tu as fait? Tu fais péter le monde. Ils ont explosé le monde. Pourquoi? Parce que vous touchez à des choses qui ne sont pas faites pour n'importe qui. Pour s'approcher, gérer, pousser ces choses-là, il faut être quelqu'un ou un pays ou une structure qui sait gérer avec quoi il a affaire. Je ne vous mens pas. On a des publications aujourd'hui plein dans les téléphones. Le rapport au minerai suscite les plus bas niveaux sentiments qu'il y a en nous. Donc, je corrige. On appelle ça bénédiction parce que les gens sont avides d'argent. Mais en fait, non. Plus tu as ça dans ta tête, il y a des choses qui ne sont pas réglées, qui sont dedans. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas bien gérer. Il faut comprendre que ces choses-là, naturellement, ont une influence sur l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'une structure qui n'est pas la plus parfaite. Je confirme. Allez demander. Le but de ces formations-là, c'est de vous donner des informations de connaissances pour qu'après, quand vous parlez de sujets, vous soyez des experts. Pas des experts seulement selon l'université, mais des experts aussi dans la sagesse de notre pays. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a compris c'est quoi les minerais, donc minerais est à niveau le plus bas, même biloko kakolia est à moins au-dessus, végétal, animal. Même la nourriture, c'est un peu mieux. Je mange des végétaux, je mange des animaux. Les minerais, il n'y a pas quelque chose qui va susciter une plus grande avidité chez l'homme que les minerais. Qu'il soit dans l'eau, qu'il soit du cuivre, qu'il soit de l'or, qu'il soit de l'argent, du cobalt, c'est comme ça. Si on ne sait pas ça,
on ne comprendra pas comment ça se fait que ce qui est censé être une bénédiction pour nous est devenu le tombeau de nos malheurs. Parce qu'aujourd'hui, ce qui tue le Congo, c'est, entre guillemets, sa richesse. Mais cette richesse-là, c'est une malédiction si tu ne sais pas ce que c'est. Parce que tu crois que cette pierre-là qui s'appelle diamant, c'est de l'argent. Non, oublie. Il faut réfléchir, il faut aller plus haut, il faut comprendre, il faut être sage. Il faut comprendre c'est quoi ces choses-là. Comment ça pousse dans une terre et pas dans une autre terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est le travail de moi, déjà, c'est sûr, mais de vous aussi, si vous voulez être demain des politiciens qui apportent des solutions concrètes. Pas des solutions bidouillées dans vos têtes sans savoir réellement à quoi vous allez avoir à faire. Parce que la vie, c'est du matériel et du spirituel. Si vous êtes que des experts en matériel, vous n'avez rien fait du tout. Maintenant, allons plus loin. Allons plus loin. Si je vais plus loin, la question maintenant, elle est, une fois que j'ai compris c'est quoi les minerais, est-ce qu'il y a des questions là? Vous avez des questions avant que je rajoute parce qu'il y a beaucoup de détails. Papa Coco, il n'y a pas de questions? Oui, je peux parler, Rabbin? Oui, oui, bien sûr. Mais je crois que la notion que tu viens d'invoquer là, est-ce que ce n'est pas dans le domaine de Kabbalah? La question elle est finie? Oui, parce que normalement, moi, je ne comprends pas cette notion-là, à moins que ce soit dans le domaine de Kabbalah. Mais si dans les domaines bibliques, moi, je ne vois pas, comme vous le définissez là, que le minerai, c'est une malédiction. Explique-moi comment c'est bénédiction alors, papa. Et comme l'autre frère venait de dire, que le minerai, ce sont des substances qui se trouvent en sol ou en sous-sol. Je crois que si Dieu l'a doté de ce pays-là, c'est pour bénir ses peuples. Bon, quand vous dites de minerais de sang, et Dieu n'a pas créé les minerais pour que ça devienne des sangs. Ce sont les hommes. Pour avoir ces minerais-là, ils versent des sangs. Voilà pourquoi c'est devenu minerai de sang. Mais en principe, pour moi, c'est une bénédiction pour quiconque veut bien le gérer. J'ai une question, papa Jean-Claude. Oui. Tu dis que c'est une bénédiction parce que l'homme a créé la bourse, non? Oui. S'il n'y avait pas la bourse, tu appelles ça bénédiction? Et non. Alors, comment c'est que c'est une bénédiction? Une bénédiction, c'est que je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me donner une valeur pour ça que c'est une bénédiction. Quelque chose qui est une bénédiction, je n'ai pas besoin qu'il y ait une bourse qui me dise que ça vaut tel montant. Une bourse faite par des gens qui, en plus, n'ont rien à voir avec ma terre. Et ils viennent chez moi et disent, non, tu sais, ce que tu as là, ça vaut de l'argent. Et moi, je dis, non, Dieu m'a béni et je ne savais pas. La bénédiction, papa Jean-Claude, c'est de savoir se contenter de ce qu'on a. Quand je vois quelque chose qui est dans ma main et que je la consomme et que je sais que ça me fait vivre, ça, c'est une bénédiction. Quand, pour pouvoir faire la bénédiction, j'ai besoin d'exploiter de manière ininterrompue la terre, sans même la laisser se reposer, de un. De deux, être dans une dimension où les gens viennent, payent, créent le clientélisme, créent la corruption pour avoir accès à ce que j'ai, et qu'en faisant ça, ils m'obligent, moi, à devenir quelqu'un de mauvais, à savoir, je suis tenté par cette enveloppe de 300 000 $ qu'ils me donnent parce que je veux donner accès à cette terre-là. Moi, je ne vois pas où il y a la bénédiction. Et en plus, tu donnes un élément. Tu sembles dissocier la religion et la Kabbalah. Je pose une question. Papa, tu connais les Anyota? Non, je ne connais pas Anyota. Ok. Tu connais Anyota? Anyota, qui connaît? Oui, Pinras, c'est les hommes léopards, non? Ah, merci. Les hommes léopards, vous connaissez? Papa Jean-Claude, tu connais? Non, je n'ai aucune idée.
Ok. Homme léopard, non. Donc, papa, je vais te montrer comment Kabbalah, que toi tu m'as dit Kabbalah, comment c'était dans nos ancêtres. Ok, Ok. Je partage l'écran, hein, oui. pour que on puisse comprendre que la connaissance ne doit pas, la recherche de vérité et de connaissance ne doit pas être limitée. Vous voyez, c'est quoi Agnota? Les Agnota, Agnoto, aussi appelés les hommes léopards, sont les membres d'une société secrète africaine ayant une base de religion animiste. C'est quoi l'animisme? Papa Jean-Claude, c'est la Kabbalah. Cette société est réputée pour recruter des cadres parmi les sorciers villageois. Les sorciers villageois, sans pour autant revêtir une structure hiérarchisée d'une secte. Ils étaient actifs autrefois au Congo belge, dans la région des Babali ou du Haut-Arouimi, et pratiquaient l'assassinat rituel en simulant des attaques de léopards. Ça pas Jean-Claude? Il faut se réveiller. Faut se réveiller parce qu'on a toutes les informations dans notre tradition, mais on a dit non, ça c'est Kindo, ça c'est Boé. Le juif, il n'a pas ce complexe-là. Il dit, tu sais quoi? Toute mon mystique là, c'est Kabbalah. Et je te dis, c'est officiel, et personne ne touche, c'est réservé aux élites. Il n'y a que nous qui ne connaissons pas notre histoire, qui veulent dire, non, tu sais, il ne faut pas me parler des âmes, il ne faut pas me parler des pierres, il ne faut pas me parler de la nourriture. Mais c'est de la connaissance. On avait des dompteurs de léopards dans notre société. Ils savaient exactement, regardez ce qu'ils faisaient. Regardez ce qu'ils faisaient. Attendez. Je vais vous montrer. Les agnotas viendraient du verbe nyoto qui signifie griffer. La tradition populaire parle aussi d'une agnota qui aurait été une instigatrice de la secte. Lors de leur initiation, lors des cérémonies, Mbela, les jeunes recrues pour monter leur détermination devaient tuer un de leurs proches. Hey, vous voyez? Homme, femme ou enfant, en simulant une mort due à un léopard. Ils n'entraient pas délibérément dans la confrérie Mézédé désignée par les anciens et ne pouvaient se soustraire à leur ordre. Leur initiation commençait juste après la circoncision. Ah, tu viens, tu as 20 ans, tu n'es pas on te circoncis. Après, on va dire quoi? C'est judaïsme? Papa Goko? Non. Non. Il y a sagesse. Regardez. Ils devaient alors abandonner leur famille et se rendre dans un endroit isolé, forêt ou îlot. Et pendant de longs mois, les néophytes étaient soumis à des épreuves très pénibles et mettaient sa vie en jeu. Si le candidat était blessé ou tué, nul ne s'en souciait. Cela prouvait simplement qu'il n'était pas digne de devenir un homme léopard. Si le candidat réussissait toutes les épreuves, on lui apprenait alors à imiter parfaitement les cris des félins et à se servir de ses armes d'assassin. Les agnotas furent aussi réputés d'anthropophages et à un niveau supérieur d'être capables de projeter leur conscience dans le corps d'un léopard. Papa Jean-Claude, tu vois ce qu'on lit, ce qui est écrit sur notre tradition dans le Wikipédia? Il y a un Congolais, depuis les années 1900, il sait comment il peut envoyer son molimo dans un léopard pour attaquer. Et nous, on dit, ah, minerai, c'est la sorcellerie. On doit savoir, il faut savoir, parce que si demain, moi, je dis, on porte un projet présidentiel, je m'assois devant eux, je ne suis pas capable de répondre comme il faut, je suis un menteur. C'est pour ça que je dis, amenez tout le monde, tous les sages du Congo, des 26 provinces les plus cachées, amenez-les. On va parler sagesse. Celui qui ment, il baisse les armes. Celui qui a raison, on laisse diriger. Donc, quand on n'est pas capable de comprendre ça, si je dis maintenant à tous ceux qui sont en ligne aujourd'hui, expliquez-moi comment tu réponds à ces personnes-là. On t'envoie à Nyota. Un homme, il apparaît, hey, homme léopard. Il vient, il t'attaque. Parce qu'ils attaquent que tous ceux qui étaient liés avec les colons, qui voulaient faire disparaître la tradition congolaise. Comment vous répondez? Nous, on est là en train de dire, non, c'est écrit là. Eux, ils sont en train de rentrer dans des molis, moi, léopard. Comment il faut? Je peux vous dire que je sais comment il faut. Pourquoi? Parce que j'étudie. Et tu dis quoi? Les livres que Adam a reçus. Vous voyez pourquoi je prends le temps de vous expliquer? Le Congo est une terre très spirituelle. Il ne faut pas qu'on rigole. Il ne faut pas qu'on pense qu'on met les mains sur un État qui est normal et qu'on va réussir à le gérer parce qu'on est intelligent. Si c'était l'intelligence, hein, on doit donner le respect à nos ancêtres. Le Mumba était intelligent.
Kassavo était intelligent, Mobutu était intelligent, Mouzé était intelligent. S'ils n'ont pas réussi, c'est que ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il faut boigner. C'est pour ça que je prends le temps de vous réexpliquer les choses. Certaines d'entre elles viennent de la Kabbalah. Certaines d'entre elles viennent du judaïsme. Certaines d'entre elles viennent des discussions avec nos ancêtres, les Cocos des Congo. Il faut aller chercher la vérité là où elle se cache pour donner aux Congolais les armes qu'il faut pour reconstruire le pays. Donc, si on a des agneaux, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait avec. On ne sait même pas comment ils font. Ah, il disparaît. Après, on dit, bah, tant mieux, c'est Kindoki. Mais quel Kindoki? Même si c'est Kindoki. Il faut que tu saches comment ça se fait. Comment tu peux être président, ministre, député, sénateur dans un pays où tu ne sais pas comment les choses se font? Vous voyez? Je vous invite à les lire. Et Rabbin, quel est le livre écrit par Adam? Il y en a 3. Adam. Il y en a 3. Bon, je te le dis en hébreu parce que tu vas trouver. Il y a Sefer Yetzira. Oui, je connais Sefer Yetzira. Sefer Yetzira. Et puis Sefer Raziel. Ah, les deux là, je ne connais pas. Je connais seulement Sefer Yetzira. Et là-bas, quand on rentre là-bas, on étudie, on voit que toute la sagesse africaine, elle est là-bas. C'est pour ça que je n'ai pas de crainte. Je sais exactement où bloquer les gens quand il s'agit de voir qui a reçu quoi et si ce qu'on fait, c'est réellement. Donc, je reprends. Donc, regardez, allez voir Agnota. Vous allez voir c'est quoi les sociétés secrètes des hommes léopards. Initiation au Congo et ceux qui défendaient le pays. Il disait que même les Belges, ils ne savaient pas comment faire. Il disait, mais qu'est-ce Donc, qui se passe? on peut dire en d'autres sortes que Mobutu était initié de ça alors. Bien sûr. Mobutu, ce n'était pas un ignorant. Mobutu avait compris que le travail qu'il fallait faire, c'était de ramener le Congo à ses racines. La seule difficulté qu'il a eue, c'est qu'il n'avait pas les outils pour mettre bien en place à tous les niveaux ce qu'il avait vu. Pourquoi? Il avait vu qu'il fallait reprendre nos noms. Il avait vu qu'il fallait reprendre l'autorité sur notre terre. Mais après, comment tu fais pour le quotidien? Il faut que toi-même, déjà, tu sois quelqu'un qui ait des valeurs de l'éthique, de la moralité excellentes. Il ne faut pas avoir une avidité pour l'argent, sinon tu te bloques. Tu n'arrives pas à avoir les outils pour avancer pour ça. Donc, Mobutu avait très bien compris. C'est ça qu'il avait le chapeau léopard. Eh bien, moi, ouais, hein, il chapeau léopard. Oh, hein. Je ne suis pas un Agnota, c'est une blague. Mais il y a des symboles. Vous voyez? Ok. Il y a des choses qui te permettent de se connecter à la spiritualité de l'endroit. Mais ne croyez pas que pour faire ça, on perd du temps. La politique, c'est gérer le pays et les citoyens. Ce pays-là, ces citoyens, ce ne sont pas que des matériels. C'est des gens qui ont une spiritualité qui les entoure et qui est à l'intérieur d'eux. Parce que les Congolais sont très croyants. Donc la croyance, structurée comme il faut ou pas, crée une atmosphère particulière. On ne gouverne pas le Congo comme on gouverne la Suisse. C'est deux choses différentes. Il y a des endroits où on dit ne nous parle pas de spiritualité. Nous, c'est banque, argent, financement, investissement. Tu parles au Congolais, lui, c'est que toute la journée, spiritualité, Nzambe, ok. Donc le pays là-bas, il demande autre chose. C'est ça que vous qui voulez faire de la politique, vous devez savoir c'est quoi les challenges qui vous attendent. Vous devez avoir une connaissance de chaque élément qui compose notre pays qui est parfaite. Parce que sinon, vous allez vous faire avaler par l'avidité, l'argent, le pouvoir. Parce qu'il faut se préparer pour ne pas tomber dans ça. Oui, Maman Blandine. Moi, je voulais, peut-être avec l'explication que vous avez donnée pour les minéraux, bon, je me dis, il y a les pierres précieuses. Avec les pierres précieuses, on fait des bijoux, on fait ceci, cela. Est-ce qu'il y a les rapports entre la spiritualité? Là, on dit que les femmes ne devaient pas porter bijoux, banini. So, on a mon niveau, il y a au basalaka vaudor avec seulement pierres précieuses au basalaki nango basal nango vaudor. Est-ce que relation ezali par rapport à l'explication oyo pesi sur les minéraux que va interdire que moi c'est à séparer na bijoux na bani? Merci Maman Blandine pour la Voilà. Elle est vraiment très 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 importante. La femme, elle n'a aucun problème.
La femme, elle est faite pour se parer. C'est même la situation qui permet d'apaiser toute la spiritualité qui est autour d'elle. C'est les hommes qui doivent faire attention. Parce que les hommes, quand ils commencent à mettre des bijoux, c'est là où les dangers commencent. C'est pour ça que vous verrez, il y a très, très peu de... Les bijoux chez les hommes, c'est des symboles. Porter une bague, c'est la bague de la famille. Ils ne portent pas pour dire « Ah, j'ai des bagues, je suis beau ». Ils doivent porter des bijoux pour des symbolismes. Mais la femme, elle peut se parer. Donc, ça nous amène à un deuxième niveau de la formation. C'est quoi? C'est comment on gère alors, une fois qu'on sait c'est quoi le minerai. Il y a un don qui est là. On va dire, Dieu l'a donné là-bas, on a toutes les choses. Comment je transforme ça en bénédiction pour le pays? En fait, c'est simple. Il faut une industrie adaptée, premièrement. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple. Il y a un diamant qui sort du Congo. Ce diamant-là, il y a un monsieur qui n'est même pas congolais, qui s'appelle De Beers. Vous connaissez, hein? Oui. Dès qu'on voit congolais, tu es dans le diamant, n'est-ce pas? Ce monsieur-là, De Beers, lui, on ne lui a rien demandé. Il vient et dit, c'est quoi le prix du diamant dans le monde? Le diamant n'a de valeur que parce que De Beers y parle. Lui, il vient, M. De Beers, pardon si je crie son nom, avec De Beers, avec des erreurs. Là, on va dire comme ça. Il prend ce diamant, il dit, regarde, ton diamant là, il ne vaut rien. Quand il est comme ça, on l'appelle diamant brut. Hein? Il dit là, on va lui faire un prix, on va dire $1000 le carat. Mais pour ça, il faut qu'il soit très brillant. Tous ceux qui ont fait les diamants, vous connaissez. Hein? Très lumineux. Oui. VVS1. Ah, vous connaissez tout ça. Hein? Oui, la clarté. Clarté, ok. Oui. Maintenant, lui, De Beers, il prend ton diamant. Il vient ici. Et lui, il le taille. Ah. Il le taille. Il en fait quelque chose. Wow. Il dit, voilà, ça c'est un diamant. Ça brille. Il dit, ça vaut $50 000 le carat. Je dis, quoi? Déjà, on ne t'a rien demandé. Toi-même, tu n'as pas de diamant. Tu n'as pas de pays, tu n'as pas de terre. Tu viens prendre mon diamant. Ce diamant-là, il vaut $1000. Tu me dis, il vaut $1000. Parce que le marché, c'est toi qui le tiens. Et quand moi, je dis, je te le vends, tu me prends un prix dérisoire et tu le revends $50 000 une fois qu'il est taillé. Et le jour où moi, je dis non, je vais faire une industrie de taille au Congo, tu m'envoies des mercenaires pour me tuer. Vous voyez le problème? Le problème, c'est que si réellement c'est une bénédiction, tu as la force et le courage de dire stop à la mauvaise gestion. On parle de ça, on parle de tout. Il n'y a aujourd'hui au Congo aucune capacité industrielle de développement de ce qu'on a dans nos terres. Que ça soit du coltan, que ça soit du cobalt, que ça soit de l'or, que ça soit du diamant. On n'a pas de fonderie au Congo. On n'a pas d'industrie de taille au Congo. On n'a pas d'éléments de test de tous les minerais qu'on a. On n'a rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent nous acheter les choses brutes. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une pierre comme ça qui vaut que $1000? Le cosso. Donc, on devient très gourmand. Donc, il faut plein de pierres brutes et envoyer pour faire de l'argent. Donc, nous-mêmes, on devient victime de la spiritualité de ces pierres-là, de ces matières-là, qu'on vend à des prix dérisoires. Vous allez me dire, faire une industrie minière au Congo, ça va demander de l'argent. Je dis non, ça ne demande pas de l'argent. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui font leur raffinage en dehors du Congo, ils ont besoin du Congo pour avoir leur matière. Écoute, il n'y a pas de problème, monsieur De Beers. Vous avez fait des règles pour le diamant dans le monde. Bravo, bon boulot. Maintenant, vous sachez, hein,
pour que vous ayez un diamant au Congo, vous devez financer une industrie de taille ici. Tu n'as pas financé d'industrie de taille, on ne te vend aucun diamant. On stocke le diamant. Pourquoi? Parce que ton système fait que j'ai mon diamant, il vaut quelque chose. On n'est pas pressé. Il faut que l'État soit fort devant ces industriels-là, leur dire, écoutez, à partir de maintenant, on ne vous vend que si vous investissez dans le pays pour que le raffinement, la taille se fasse ici. Et vous formez les Congolais à faire ça. Au lieu de faire ça, on ouvre grand les portes. Il y a ceux qui cachent le diamant dans la dent, là, après coup, ils donnent ça à des birs. Ceux qui cachent dans la chaussure, ils donnent ça à des... Pourquoi on est victime du mauvais esprit dedans? On appelle ça bénédiction. Alors que c'est juste une négociation simple. C'est de dire à tous les acteurs, ah, toi, tu aimes le coltan. Ah, toi, tu as besoin de faire des smartphones. Ah, il n'y a pas de problème, papa, pas de problème. Tu vas faire des smartphones. Mais regarde, tu vois le coltan là que tu achètes, maintenant, nous, on vend qu'aux gens qui raffinent tout ici. Et comme tu es une grande société, tu vas investir dans le pays pour faire le raffinement ici. On va vous faire payer les années où l'industrialisation a été faite à l'extérieur. Parce que pourquoi on peut être fort comme ça? Parce que sans notre matière, vous ne pouvez rien faire. C'est tout. Tu fermes les frontières, tu dis sans notre matière, vous ne pouvez rien faire. Ah, si vous ne voulez pas acheter, ce n'est pas grave. Pourquoi ce n'est pas grave? Parce qu'on peut faire un marché interne. Ben oui, demain, tous les Congolais auront des diamants gratuits si vous voulez. Je n'ai pas de problème. Vous ne voulez pas acheter, ce n'est pas de problème. Je donne tous les diamants, je distribue aux Congolais. Chaque Congolais, 10 diamants de 10 carats. Pourquoi? Personne n'achète comme on ne veut pas faire d'industrie. Mais en faisant ça, j'enrichis tous les Congolais. Pourquoi? Parce que demain, chaque Congolais a des diamants. Parce qu'en dehors du Congo, le diamant existe encore. Alors, tu sors avec tes diamants bruts en poche. Va prendre l'argent des devises étrangères, ramène dans le pays. Vous comprenez comment ça se passe maintenant? C'est comme ça qu'il faut faire. Une fois qu'on a compris c'est quoi le diamant, c'est quoi les minerais, on sait maintenant là où on doit les bloquer. Parce qu'on sait que si on ne fait pas ça, ils vont susciter des choses négatives sur nous. Donc, on leur dit quoi? Deux options. Soit vous venez construire des industries de raffinement de taille ici et vous formez les Congolais, soit vous ne voulez pas, ce n'est pas de problème. On ne perd pas parce que ce diamant-là que vous n'avez pas acheté, il va devenir la propriété des Congolais. On va leur fournir. Qu'est-ce qu'on va faire avec des milliards de diamants? Personne n'achète, ok, on va vous donner. Et après, on fait comme les Chinois. On vous envoie à l'étranger pour aller récupérer des devises. Et ça devient votre argent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'acheter un diamant brut, $1000 au Congo, et d'investir un peu sur une industrie de taille financée par eux-mêmes, ils vont se retrouver à acheter quoi? Un diamant brut en France, en Suisse, je ne sais où, $50 000. Pourquoi? Parce que tu te fixes ton prix. Tu fais ce que tu veux. Tu sais que tu as un diamant brut de qualité, tu veux. Il faut donner de la force aux Congolais. C'est à ce moment-là que les dons qu'on reçoit sont des bénédictions. Et pour faire ça, il faut des lois fortes. Des lois fortes qui obligent les gens à comprendre qu'on sait exactement ce qu'on a dans nos terres. Et que ces choses-là qu'on a dans nos terres doivent nous permettre de financer, soutenir, développer l'économie locale. Alors, si vous ne jouez pas le jeu, on va renforcer le portefeuille de chaque Congolais et on va les envoyer à l'extérieur. On va dire, allez et inonder le marché là-bas. Parce qu'ils ne veulent pas venir acheter, donc on va vendre ça, chacun d'entre vous va être un artisan. Tu as 5-6 diamants, va vendre, fais-toi ton argent, pas de problème, fais le prix que tu veux. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des questions avant que je conclue? Donc, l'autre là, je crois que c'est la Namibie ou bien le Zimbabwe. Non, c'est la Namibie. La Namibie avait compris de faire de son pays Botswana. Quoi? Botswana. Botswana, oui, Botswana. Mhm. C'est lui qui avait exigé que les diamants soient traités chez eux là-bas, soient extraits et traités au Botswana, et qu'à l'extérieur, il n'y aura que les produits dérivés. Exactement. C'est comme ça qu'on fait honneur à ces outils-là qu'on a. En disant, voilà, ça doit être un élément de vie, de sécurité
et de développement pour les Congolais. Et pour ça, il ne faut pas avoir peur. Parce que nous, jusqu'à ce qu'on vienne nous dire que ça volait de l'argent, pour nous, c'était là, comme ça. Ils sont venus nous mettre des envies comme ça. OK, pas de problème, on va gérer. On sait que tout le monde sait que le diamant vaut quelque chose. Il ne faut pas croire que De Beers, c'est plus fort qu'un État. Parce que De Beers n'a pas presque 90 millions de citoyens derrière. C'est ça la différence. La puissance financière ne te donne pas une capacité étatique. Un État, c'est d'abord des citoyens, c'est unanime, c'est une terre. De Beers n'a pas de terre. Il ne faut pas avoir peur de ces industriels. Il faut s'asseoir avec eux d'homme à homme et parler dans le souci de quoi? De faire que ces pierres-là entre les mains des Congolais ne font pas descendre la moralité, la mentalité, la qualité de travail à ras des pâquerettes. Jean-Michel, on t'attend. Bon, j'ai beaucoup appris. Je voudrais, en tout cas, j'attends les argumentations. Hein, lorsque vous avez, c'est vrai, je comprends lorsque je fais un effort pour comprendre lorsque vous présentez les matières précieuses comme sur le plan spirituel. Je comprends que sur le plan spirituel, les matières précieuses portent, contrairement à ce que les langages de commun et de mortels, portent un esprit. Ce que je veux peut-être utiliser ces langages-là. Les matières précieuses portent un esprit et qui s'oppose à cette facilité de dire que c'est une bénédiction. Non. D'abord, j'essaye de faire un effort pour comprendre ça. Et c'est comme les contes de chez nous. Lorsqu'on disait, par exemple, que dans une maison, il y a une très belle fille. Vous voyez, sur le plan spirituel, cette beauté-là peut être sujet de problèmes. Et c'est dans ce sens-là que je comprends ce que vous voulez dire. Et puis, vous allez voir que généralement, la beauté a toujours été présentée. Moi, je suis ici d'une famille de métis. Il se fait que mes tantes et tout ça ont toujours été des métis, ont toujours été sujets de problèmes. Vous voyez, parce que derrière, il y a un esprit. Et c'est pourquoi même sur le plan du christianisme, nous, on dit toujours que les belles filles, si elles ne sont pas converties, parce que, vous voyez, il y a la tentation de tout le monde, voilà, tout le monde va là, et puis si elle n'a pas été bien éduquée, il n'a pas reçu une très, très, très bonne éducation, en tout cas, elle peut être l'objet de beaucoup de problèmes. Sur le plan spirituel, je comprends un peu ce que vous voulez dire. Et c'est cette tentation-là qu'il y a aussi dans les matières premières. Et c'est comme ça que maintenant, sur le plan de gestion, parce que, bon, il faut que les pays soient organisés. Parce que, bon, quand nous parlons de ça, moi, je vois d'autres pays en même temps. Est-ce que le problème que nous avons, c'est seulement au Congo avec les matières premières jusque-là, dans notre parcours? Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ça peut aussi être un parcours de notre histoire, comme beaucoup de pays. Voyez-vous, donc depuis que nous avons commencé à être indépendants jusqu'à aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de problèmes et on peut aussi expliquer pourquoi ces problèmes. Il y a des explications à donner. Donc, c'est parce que d'autres pays, tout à l'heure, là, quand vous parliez, moi, je voyais le Botswana, que je connais un peu, j'ai lu, j'ai vu les vidéos et tout ça, on a parlé comment. C'est vrai qu'eux aussi, ils étaient dans des problèmes. Lorsqu'on regarde leur histoire, ils étaient aussi dans les problèmes, les guerres, des histoires, mais à un moment donné, ils se sont ressaisis et sur le plan de gestion,
parce que tout ce qu'il y a derrière aussi, c'est sur le plan politique. Toute la difficulté que nous avons dans nos pays lorsqu'il y a le clientélisme politique, lorsque les leaders politiques ne parlent pas le même langage, les uns les autres ont peur, étant donné qu'ils sont manipulés par l'Occident. L'Occident peut aller derrière tel leader et dire non, toi tu peux devenir président. Et celui qui est président aussi, il cherche comment faire pour satisfaire les autres et ainsi de suite. C'est ce qui crée ces désordres que nous avons. Parce qu'au départ, il n'y a pas, comme je le dis toujours, parce qu'au départ, il n'y a pas cette unité nationale. Voyez-vous? Donc, c'est pourquoi les leaders, ils jouent ce jeu de manipulation de faiseurs de rois, parce qu'il faut qu'on se le dise, il y a des gens qui font de rois encore jusqu'aujourd'hui chez nous en Afrique. Même nous, aujourd'hui, en tant qu'impérium, pour qu'on y accède, en tout cas, il faut des lobbies, il faut des soutiens, il faut tout ça. Et c'est ça le problème. Donc, j'espère que avec le temps, parce qu'il faut aussi noter que le parcours de tout homme, de tout pays, même les grands pays d'aujourd'hui ont eu leur histoire par le passé. Ils ne sont pas ceux qui sont tels qu'ils sont aujourd'hui, qu'ils étaient au commencement de leur histoire, de leur parcours. Donc, évidemment, ce qui est bien, c'est qu'avec des idées, avec la connaissance, parce qu'on dit toujours que mon peuple périt faute de connaissance. Aujourd'hui, ce que vous mettez sur la table, c'est quand même très bien pour nous aider à comprendre en profondeur, parce que jusque-là, on avait des notions superficielles. Et même quand vous avez parlé de l'homme léopard, moi, la culture de ma mère, chez les babos là-bas, leur sorcellerie tourne autour des léopards. Voyez-vous, tourne autour des léopards. Moi, tout petit, je suis allé visiter mes oncles là-bas et on me disait que tout autour de la maison, les léopards sont là. Vous voyez, donc c'était ça leur sorcellerie. En fait, des femmes qui avaient des maris de nuit, des choses comme ça, comme léopards. Et bon, c'était aussi parfois des légendes, des mythes. Des légendes et des mythes et tout ça. Donc, ça me rappelle beaucoup de choses quand vous nous réveillez avec cette histoire de l'homme léopard. Donc, ça me ramène dans mes souvenirs lorsque j'étais tout petit. Je suis allé visiter mes oncles au village dans le Bazouélé là-bas. Voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Comme d'habitude, les observations sont d'une précision et font vraiment avancer le débat. Je les apprécie au plus haut point parce que ça me permet à chaque fois de rebondir sur certains aspects où je sais qu'il faut que je détaille certaines choses. Et j'ai beaucoup aimé l'exemple de la belle-fille, la fille qui est très belle à la maison. C'est exactement ça, parce qu'on a tendance à juger les choses par leur extériorité. Je pense que avoir tout ce qu'on a au Congo, c'est forcément signe de bénédiction. Oui, on va dire que personne ne va se plaindre d'avoir des personnes belles à la maison, mais on sait très bien que si ce n'est pas bien géré, s'il n'y a pas une éducation, s'il n'y a pas un comportement qui est digne, ça peut être la source de toutes les bénédictions, de toutes les malédictions. Maintenant, imaginons un papa qui a 10 filles toutes belles, les unes que les autres. Et la maman, elle n'est pas là, elle est morte. Et qui ne sait pas, c'est-à-dire que c'est le Congo. Il y a trop de choses, trop de choses. Alors, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait déjà des politiciens qui ont une rigueur dans la compréhension et dans l'application de leurs tâches, qu'ils soient des présidents, des ministres, des députés, sénateurs, des députés provinciaux. C'est d'abord dans l'autorité de l'État où on va réussir à imprimer un nouveau souffle. Pourquoi il y a urgence chez nous, même si on sait qu'il y a un temps historique pour chaque pays? C'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant où nous sommes à la queue sur beaucoup d'éléments qui concernent un pays développé. C'est-à-dire que beaucoup passent inaperçus parce qu'ils ont des petits pays où même s'il y a la pauvreté, ils n'ont pas toute cette richesse-là. Nous, on a la malchance d'accumuler un grand espace
une quantité folle de richesses et des réalités qui sont d'une dureté incroyable. Comme je le disais, on prend n'importe quel peuple du monde, on le met au Congo, après 1 mois, taux de suicide au maximum. Mais le Congolais, il y a cette capacité, cette résilience, cette résistance de tenir et de dire « j'ai foi ». OK. Maintenant, quand on apporte un projet politique, moi, je suis comme toi, papa Jean-Michel, je ne crois pas à la multiplication des choses pour le plaisir de multiplier. Tu apportes quelque chose, tu dois apporter quelque chose de nouveau. Sinon, il vaut mieux laisser ce qui existe déjà fonctionner et s'améliorer. Je sais qu'aujourd'hui, les gens qui assistent à ce cours, pourquoi je fais confiance à vous et que je ne suis pas en train d'aller chercher des politiciens déjà expérimentés pour dire non, on va réussir avec eux. Parce que je sais qu'eux-mêmes n'ont pas eu le temps de réfléchir réellement sur ces sujets-là. Moi, ça fait 5, 6, voire 10 ans que je suis obsédé par ces sujets. Comment on fait pour gérer un pays qui a autant de ressources minières? Mais avant tout, c'est de comprendre ce que c'est que la ressource minière, comment elle se gère, comment elle fonctionne, pourquoi elle suscite tant chez l'homme des sentiments antagonistes. Et tout ça, c'est pour dire qu'en fait, que la clé, c'est que pourquoi nos gouvernants n'ont jamais réussi à être des entités fortes devant ces personnes-là qui tiennent le monde économique. C'est parce qu'à un moment, ils n'ont pas été aidés par cette spiritualité qu'il y a dans ces minerais. Avec une volonté ferme, une idée ferme de faire les choses différemment, même ces choses-là aident aussi. Elles deviennent lourdes dans les mains de ceux qui se l'approprient de la manière la plus injuste. Et c'est vrai qu'il y a un problème aussi, c'est que quand on accumule, on voit tous les gouvernants qu'il y a eu au Congo, il y a un chiffre qui est notable, c'est que chacun d'entre eux, après une première année d'exercice, il est au minimum à 100 sociétés créées. Comment on peut être... Comment on peut expliquer... Déjà, comment tu peux créer une société en tant que président? Déjà, comment? C'est la première question. Comment il est possible qu'un président, selon la Constitution, qui n'est même pas respectueuse de nos traditions, peut créer les sociétés? Mais bon, laissez ça de côté. Société la femme crée des sociétés, les cousins, les oncles, les tantes, des centaines de sociétés créées, mais combien de fois? Jusqu'à quand? Jusqu'à où? C'est parce qu'à ce moment-là, quand tu t'assois sur la chaise de direction, la tentation devient grande. Les diamants, coltan, Parce que cette fameuse moralité dont on parle, qui semble être un mot facile et qui est la clé de beaucoup de choses, n'est pas respectée. Donc, l'idée, c'était vraiment d'introduire cela. Après, comment cela se met en place? On a les données, on a les chiffres, on a la stratégie. Il faut réussir à être fort et puissant face aux personnes qui tiennent et dirigent le monde au niveau de ces minerais. Tant qu'on sait d'où on part, quelle définition, on peut être sûr qu'on arrivera à mettre en place tôt ou tard ces stratégies. Papa Yehuda, tu as une question? Moi, j'ai une question. Papa Jean-Claude. Oui. Que peut-on dire de la Russie et de l'Afrique du Sud qui, soi-disant, dans le monde d'aujourd'hui, si nous avons les tableaux de Mendeleïev, c'est fait par rapport aux minéraux qui ont été répertoriés en ex-Union soviétique, donc la Russie. L'Afrique du Sud qui a presque tous les minéraux, et troisièmement, c'est le Congo qui regorge tous les minéraux qui ont établi Mendeleïev, même ce que Mendeleïev n'a pas pu découvrir. Mais comment se fait-il qu'en Russie, par exemple, ils gèrent bien leurs minéraux et l'Afrique du Sud, mais nous, le Congo, nous avons l'influence extérieure pour gérer nos minéraux? Parce que ces deux pays-là ont compris qu'il fallait localiser l'exploitation de leurs minerais.
c'est vraiment la règle de base. À partir du moment où tu délocalises l'exploitation de tes minerais, tu prives en fait ton pays et ta population de savoir-faire, de main-d'œuvre et de production de richesse, PIB. Donc, en fait, il faut être suffisamment fort pour dire aux gens, l'or congolais, le diamant congolais, le gaz congolais, avant qu'ils ne sortent en état, on va dire, apte à être vendu, il doit être mis en état à l'intérieur du Congo. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Les partenaires savaient qu'ils avaient en face d'eux des pays intransigeants. Tu veux accéder au diamant congolais, bah, tu vas aider chaque Congolais à travailler dans le diamant, à savoir tailler. Pourquoi? Parce que sinon, on te donne la matière première, tu gardes pour toi les connaissances de développement, nous on est perdants surtout. Parce que la matière première, elle va se reproduire, mais qu'est-ce qu'on a gagné? On n'a pas créé de personnes compétentes. Il n'est pas normal, avec tout le diamant que le Congo a produit pendant ces 60 dernières années, qu'on n'ait pas été capable d'avoir des Congolais experts en taille de diamant. Il n'y a même pas de Congolais qui savent tailler le diamant. Alors qu'on est les premiers exportateurs. C'est des choses, en fait, qui résultent de l'absence de paroles fortes de l'État. L'État est une structure qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est une autorité à qui il faut redonner de la force et de la noblesse. C'est elle qui dicte le jeu. Si on sait ça, on s'en sortira. Toutes les régions diamantaires du Congo seront des régions non simplement d'extraction, mais aussi de développement, de taille et de revente. Tu achètes tout au Congo, mais tu ne vas pas faire la plus-value à l'extérieur. Là, on perd tout. Il ne faut pas avoir peur. Il faut leur imposer. Je connais la plupart des juifs, donc je sais comment leur parler. Bon, moi, mon souci est par rapport à ce que tu dis, par rapport à nous, il faut revenir dans le Bokoko. Mais je ne vois pas là où la Russie ou l'Afrique du Sud est revenue dans le Bokoko pour faire ce qu'ils sont devenus. Je vais te faire lire le discours de Lavrov quand il est parti en Égypte. Ils ont dit comme ça. Il faut savoir que quand la Russie a commencé sa guerre contre l'Ukraine, regardez, ils ont envoyé 4 sorcières. Vous avez vu ça ou pas? Hein? Non. Ah. Nous, on n'a pas attiré l'attention. Voilà, vous tapez 4 sorcières russes qui annoncent la victoire de la guerre. Les Russes sont très spirituels. Ils ont leur tradition plus qu'on ne le pense. Donc, les Russes, quand ils ont commencé la guerre contre les Ukrainiens, ils ont utilisé 4 sorcières, et c'est des informations avérées, regardez, qui annonçaient tout par rapport à comment la guerre allait se passer. Autre chose, quand le ministre des Affaires étrangères, M. Sergei Lavrov, prend la parole au Caire, il y a une semaine, hein, lisez son discours. Il dit... Ah, c'était pas au Congo-Brazzaville? Il a fait Brazzaville, après il a fait Éthiopie, après il est parti au Caire. Ok. C'est en Égypte qu'il parle comme ça. Il dit, vous, peuple africain, êtes les peuples primitifs dans le monde. Avant que le monde soit ce qu'il soit et qu'on vous apporte des religions, vous aviez une tradition. Donc c'est le Russe qui te dit ça. Il dit, pour nous, notre travail, c'est d'aider chaque peuple africain à retourner à sa tradition et à enlever de lui le joug de la colonisation. Donc, en fait, quand vous regardez même la guerre en Ukraine, au-delà de l'aspect économique, c'est une guerre idéologique traditionnelle. Parce qu'il va te dire, non, l'Ukraine, Kiev, c'était l'endroit originel de nos cocos, nous les Russes. Oui, oui. On avait commencé là-bas. Donc, vous voyez, tradition. L'Afrique du Sud, c'est une autre histoire. C'est plus complexe parce que là-bas, il y a quand même eu l'apartheid et c'est la même logique aussi. Il ne faut pas croire que le retour à la tradition, c'est une chose arriérée. Je vous le dis. Non, je ne dis pas ça. Je voulais juste savoir par rapport à ces deux pays qui ont le même minerai que nous, mais qui, eux, ont avancé, mais nous, on ne parvient pas à avancer. Parce qu'ils ont justement cette vision où, entre guillemets, la Russie d'abord. Mais en Afrique du Sud, là-bas, il y a des tailles de diamants. L'Afrique du Sud d'abord, on fait d'abord les choses pour nous, c'est comme ça. On ne va pas donner aux autres la possibilité de faire ce qu'on pourrait faire chez nous. Mais
ce retour à la tradition, je vous le dis, vous vérifierez, c'est la clé des empires, des royautés, des États, des politiques de demain. Aujourd'hui, on a atteint une limite de cette globalisation spirituelle qui s'appelle la colonisation. Vous verrez. Il y a d'autres questions? Bon, l'expression retour, moi, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. La connaissance, oui. Connaître le passé, ça, l'histoire, notre histoire, ça, c'est évident, ça, c'est impératif. Bon, maintenant, comment on va y retourner, c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on veut savoir sur le plan pratique. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tous les outils que nous avons aujourd'hui, voilà, lorsqu'on voit la jeunesse au Congo, en fait, moi, j'attends voir comment nous allons retourner chez les Bokoko. Faut me faire confiance, j'ai un plan caché. Mais on est obligé de retourner, pourquoi? Parce que la connaissance sans pratique, ça va disparaître. On reviendra au même point. Il faut réussir à incarner cela dans le quotidien de l'État congolais, dans le quotidien des Congolais. J'ai un plan précis, je ne le dis pas encore, parce qu'on est dans des stratégies politiques où on ne dévoile pas tout. Mais on est obligé d'associer cette connaissance-là à une forme de pratique pour pouvoir garder cette tradition. C'est parce qu'on a arrêté de pratiquer qu'on a commencé à faire des choses qui venaient de Rome ou des choses qui venaient de Médine. Pourquoi? Parce qu'on n'avait rien. On a dit, bon, OK. Oui, mais il y a la force aussi. Il y a aujourd'hui, prenons la situation actuelle à Kinshasa. Je ne vis pas là-bas, mais j'observe. Hein, je connais ce qui se passe. Il y a une année, j'étais au pays, bon, précisément à Kisangani. J'ai vécu des choses, j'ai vu. C'est-à-dire que la force des temps, pas forcément... Aujourd'hui, bon, il y a plusieurs raisons. Certains parlent de la pauvreté et tout ça. Mais quand on regarde la jeunesse, le regard de la jeunesse, avec tous ces outils qu'ils ont entre les mains, c'est-à-dire l'Internet, le Facebook et tout ça. Donc, on voit que la jeunesse aujourd'hui, c'est pas comme à l'époque. Hein. À l'époque, ce qui s'est passé à Paris, par exemple, bon, les gens du Congo, il fallait qu'un Mikiliste arrive à Kinshasa pour leur informer. Aujourd'hui, ce qui se passe à travers Facebook, à travers les réseaux sociaux, ce qui se passe à Paris, ils savent tout de suite. Et il y en a aussi qui veulent copier tout de suite. C'est tout ça l'enjeu. Maintenant, comment changer la tendance? Parce que la tendance est allée vraiment croissante, hein, de plus en plus. Je suis d'accord avec toi, Michel. On attend voir. Parce que la jeunesse que j'ai rencontrée, que ce soit l'élite de la jeunesse, ceux qui sont dans tous les partis politiques, les futurs de demain, je les ai rencontrés, ils sont venus me voir. De la jeunesse étudiante, la jeunesse qui est dans la rue, la jeunesse qui n'a pas d'avenir. Il y a chez tous un élément qui m'a marqué. La même phrase qui revenait. On ne sait pas qui nous sommes. On ne sait pas c'est quoi être Congolais. On ne sait pas c'est qui un Congolais. Oui, ça c'est évident. Et c'est ça en fait là où on va appuyer. Parce que cette force-là qu'ils ont, elle ne peut pas être bien utilisée si on ne sait pas quelles sont les qualités, prérogatives qui sont les nôtres. Donc, il y a besoin aujourd'hui d'éduquer notre jeunesse à leur dire qui ils sont. Je parlais même avec un Américain, il disait en fait, vous pensez que vous les Américains, parce que vous avez été envoyés en esclavage, votre plus grand problème, c'est de ne pas savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Je vais vous donner quelque chose aujourd'hui. C'est que même en Afrique, il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Parce que cette colonisation, quand elle vous a envoyé, vous, dans les bateaux, elle est venue avec des programmes de dématérialisation mentale et d'aliénation mentale pour que les gens oublient qui ils sont. Donc, on a le même problème des deux bords de l'Atlantique. Les gens qui ne savent pas qui ils sont. Et c'est ça, en fait,
tout le message que je ne dis pas quand je dis il faut repartir à la tradition. Parce que si on ne sait pas qui on est à la merci de tout le monde. Et on n'a pas les outils pour reconstruire un pays qui sera fort. Aujourd'hui, la force de la Russie, c'est que les Russes savent très bien qui ils sont. On est des Slaves, ils savent qui ils sont. Contrairement aux Français qui ne savent pas qui ils sont. On parle des Gaulois, mais quel lien il y a entre le Français et le Gaulois aujourd'hui? Aucun. Et les nations qui aujourd'hui sont fortes, c'est les nations qui peuvent se dire dans le blanc des yeux, nous sommes ça. Et on l'a gardé avec fierté. Et c'est ceux-là qui arrivent à faire les bons choix dans les mutations économiques sociétales qu'on a traversées au XXe siècle et même au XXIe siècle. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous. Rabbin, je sais pas. Est-ce qu'il y a moyen de me donner les deux autres livres-là à part les règles pour les questions, c'est lever les mains. Voilà. Ah, il y avait des règles. Bon, parce qu'on était à la fin. Je te donnerai ça en face quand on se voit mardi. Rabbi Yehuda, je t'écoute. Oui, Yehuda, je t'écoute. Ouais. Et moi, je vais soulever la main. Merci pour la parole, merci beaucoup. Je pense que je vous suivais depuis Facebook direct parce que je n'avais pas possibilité d'intégrer Baruch Hashem. Il m'a donné la permission à la fin ici au moins d'intégrer Zoom. Alors, j'ai une question, mais avant ces questions, je vais affirmer deux choses que vous avez dit par rapport à la question mon frère qui venait de poser. La première des choses, en ce que je sache, il y a depuis longtemps que des grands-pères, il y a des autres qui nous disaient toujours que tous les minéraux sont des esprits. Tous les minéraux sont des esprits. Prévané, il disait toujours, bon, je n'ai jamais expérimenté, hein, mais on disait toujours, exemple, diamant, ce qui est kouei et bungi, et limoué, et bungi te mais limoué. De même avec de l'or. Ce qui est kouei dans ma belé, tout ça, to atteint à salon boé et limoué. Allez-y comprendre un peu ces faits. Et puis de deux, nous avons... Oui, moi, je confirmerai ça parce que moi-même, je fais les diamants. Et c'est vrai que quand le diamant tombe par terre, ça a un effet comme l'attirance. Donc, tu le vois réellement être disparaît et que ça rentre profondément dans la terre. Voilà. Alors, de deux, il y a encore une autre expérience encore. Partout là, on fait des mines. Comme vous avez dit, quand on fait le minerai d'une manière, on exploite le minerai d'une manière illégale. Il y a toujours des morts. De morts et les sangs coulent. C'est-à-dire, même les minéraux ne sont pas contents. Et il revient en vengeance. Il y a toujours des morts, des morts, des morts. Surtout, j'étais au Katanga, parfois Kipushi, parfois Kolwezi, quand il y a le boulement de la terre aux mines. Mais ce sont des pleurs. Et on dit, mais ce sont des esprits en colère. Ou quoi? Et vraiment, après la mort de tous ces mondes, il y a explosion minérale. C'est-à-dire, il y a une explosion. Voilà. Ça, vraiment, j'ai eu témoignage quand j'étais à Lubumbashi. J'étais à Lubumbashi, à Kipushi, à Likasi, à Kolwezi, à Kasumbalesa, à Lubumbashi. J'ai entendu toutes ces choses et c'était vrai. Voilà. Donc là, j'affirme déjà quand vous dites ça, c'est vrai et réel. La deuxième des choses pour le frère qui a demandé pour la Russie et puis pour le Sud-Africain. Moi, je pense que peut-être il a du mal à poursuivre la tradition de ce peuple-là. Ce sont des peuples traditionnels. Je n'ai pas du mal parce que moi, j'étais en Russie, je connais. Je sais pourquoi j'ai demandé cette question-là. Oui, mais est-ce que vous savez qu'en Russie, avant qu'ils puissent déclencher la guerre avec l'Ukraine, vous savez, il y a eu des séances, des cérémonies de sorciers. Des sorciers russes avec des rites russes. Bon, ça, je ne suis pas informé, mais je ne suis pas informé. Je l'ai suivi sur i24 News. Moi, je l'ai suivi. Et si j'essaye de vérifier, je peux avoir peut-être quelque part là où j'ai posé les liens, dans l'une de mes groupes Facebook. On a montré des sorciers. Poutine a invité des sorciers avec des danses, des sorcières.
Ce sont des sorcières, âmes de femmes. C'était des femmes sorcières qui dansaient, qui faisaient des cérémonies, des incantations, tout ça. Et même moi, j'avais compris directement que, alors il y a des nations où ils conservent même la sorcellerie comme ça. Et puis de deux, l'Afrique du Sud, là, si vous avez aussi l'habitude de suivre des séries sud-africaines, vous allez comprendre que c'est un peuple accro à sa culture. Moi, j'ai eu la grâce de suivre des séries. Bon, j'aime suivre des séries africaines. Hein. Dans Canal+, en tout cas, ma chaîne préférée, c'est A+. Là, on montre des séries angolaises, des séries sud-africaines, des séries ivoiriennes, camerounaises, sénégalais. Vous verrez, en Afrique du Sud, leurs séries sont toujours liées avec la tradition. Les Zoulous sont vraiment, véritablement traditionnels. Là, j'ai pu constater cela. Bon, ma question est celle-ci. En tout cas, je suis d'accord avec vous, Rabbin, mais comment dire, vous allez nous expliquer quand nous voyons dans la Bible, on montre l'or comme symbole divin. C'est-à-dire, nous voyons dans le ciel, il y a le chandelier d'or, il y a l'autel d'or, et on demande à ce que l'or soit plutôt qu'on puisse embellir même le temple de l'or, hein, de l'autel d'or, chandelier d'or dans le temple de Dieu. Et puis, à un moment donné, c'est comme s'il y a l'ornement de l'or du côté sacré comme ça. Dans la Bible, Salomon avec de l'or, etc. Comment vous allez nous expliquer? Est-ce une forme de punition de ces âmes toujours ou comment? Bon, je ne sais pas, je vais avoir plus de vous. En fait, voilà ma question. Merci beaucoup pour ton intervention, Yoda. C'était vraiment très, très précieux. Tu as bien fait de parler. En fait, tous les objets, tout le matériel que tu vois utilisé dans la Bible ou dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle du matériel consacré. C'est-à-dire qu'il y a une idée comme ça qu'on n'utilise pas du matériel sans qu'on l'ait consacré et qu'on soit sûr qu'aucune influence négative ne va se passer. Demandez aux cocos qui avaient l'habitude de faire des copos avec le cuivre. Demandez aux anciens qui faisaient les ustensiles. Les cuivres, il dit comment tu fais? Mets-le au feu. Après, tiens, on a maille, puis utiliser. Mets au feu, mets dans l'eau et puis utilise. Pourquoi? Parce que la consécration des ustensiles, c'est ce qui permet en fait leur utilisation sans danger. Donc, toutes les choses que tu vois, qu'on a utilisé de l'or, du cuivre, de ça pour faire des ustensiles divins, il faut savoir qu'il y a eu une consécration préalable. D'abord, tous ces outils-là, avant qu'ils soient fondus, on en prélève une dîme. Et puis, après, il faut les passer au feu. Et ces ustensiles-là, on te dit, il ne faut pas prendre des matériaux qui viennent de la guerre. C'est-à-dire qu'il faut faire attention, il y a des règles pour pouvoir utiliser certains matériaux dans certains cadres. Et ça, c'est un autre cadre, on pourra étudier ça tranquillement. Maman Blandine, tu as une question? Bon, moi, je vais parler dans les cadres des organisations. Lorsqu'on avait des formations, on nous parlait souvent des syndromes hollandais, qui disait que chaque pays qui est riche en ressources naturelles est appelé à être pauvre. Alors, cela m'avait dit que la RDC est très riche et pourquoi il devait dire ça. Et j'ai posé des questions, mais je n'étais pas satisfaite. Alors, à partir de ce que vous avez donné aujourd'hui, j'ai compris que donc un pays, donc le fait que vous avez dit que nous devons connaître ce que nous sommes et une bonne gestion. J'ai compris le problème, c'est la bonne gestion parce que d'autres pays vont vous imposer des choses et si vous ne comprenez pas ce que vous êtes, vous allez tergiverser devant leurs propositions et tout, vous perdez et ils s'enrichissent. Donc, c'est le problème de gestion. Une très bonne gestion et de savoir ce que vous êtes peut vous permettre de profiter de ce que Dieu vous a donné comme les minéraux. Voilà. Merci beaucoup. C'est là que j'ai compris. Je ne sais pas si ça cadre aussi avec ça, mais j'ai compris ça. Ça cadre parfaitement parce qu'en fait, comme Papa Jean-Michel l'a dit, comme Ravi Youlade l'a dit, comme tu l'as dit, Maman Blandine, en fait,
on a été programmé à penser que parce que j'ai du diamant dans ma terre, c'est que je suis béni. Non, la bénédiction viendra avec la bonne gestion de ce que tu as. Sinon, c'est le début des malheurs. Donc, il y a ici une nécessité pour nous de comprendre que la bonne gestion passe par la mentalité, par la moralité, par toutes ces choses-là, mais aussi par une stratégie claire quand on est devant les interlocuteurs, de ne pas avoir peur. Même s'il te dit, bon, Oui. ça 100 millions, tu dis non, mets 100 millions de côté, on va regarder les intérêts du pays. Si c'est 400 millions, tu mettras même 500 millions. Mais il ne faut pas paniquer avec les zéros. Il faut vraiment savoir comment utiliser cette force-là, que ça devienne un moteur pour le peuple et une protection surtout, que ça soit consacré comme il faut. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que le sujet a passionné tout le monde et ça c'est le sujet principal. Dernière question, Rabbin. Oui. Oui, c'est à propos de minerais, comme tu avais dit, parce que j'ai compris que tu as dit que le minerai, bon, d'après notre concept, si vous avez des minerais, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Mais vous avez dit que le minerai n'apporte pas une bénédiction, ça porte une malédiction. Qu'en est-il de l'éphod qui représente le pierre précieuse que Dieu lui-même avait recommandé pour que les enfants d'Israël puissent avoir? Si c'était une malédiction, est-ce que ces pierres-là, est-ce que le souverain sacrificateur pouvait-il les porter sur son éphod? C'est une très, très bonne question. Non, justement, on est dans ce que j'ai dit avant. C'est des objets choisis pour être consacrés. C'est-à-dire, à partir du moment où je sais que je vais utiliser ce diamant-là pour faire une activité spirituelle, ou même pour le mettre dans le palais présidentiel ou sur le chapeau de la couronne de la reine, ce diamant-là, on va le traiter d'une manière où on va éviter la fraude dessus, les mauvaises pensées dessus, les cris dessus. On va faire en sorte que le diamant lui-même passe un processus qui soit de consécration qui va être pur. Et dans ces étapes-là, il faut faire confiance à nos traditions. Demandez ici et à droite et à quelles sont les stratégies qu'on vous dit, comment bien conserver un diamant quand tu l'as trouvé, comment le garder, comment faire ci, comment faire ça. Il y a des choses à savoir pour que le matériel ne nous attire pas. Une fois qu'on a bien fait les choses, ces choses-là peuvent servir de conduit spirituel formidable. C'est pour ça que le chapeau en léopard de Mobutu, c'est un conduit spirituel. Bokassa avec sa canne, avec un diamant au bout. Conduit spirituel. Mais ce diamant-là qu'il avait Bokassa, ce n'est pas le diamant qui a été pris par un enfant qui a 12 ans, qui est mort ou je ne sais pas quoi. Non. Il faut que ça soit consécrable, qu'il soit dans des cadres où il y a une spiritualité, une bienveillance qui soit constamment là. Donc, avec l'aide de Dieu, vous verrez que le dernier cours qu'on va faire sera justement lié à la dimension de cette tradition. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Comment on va appliquer? Parce que si on porte un programme politique, il faut expliquer les différentes étapes de ça. Ça sera le dernier cours. Et je pense qu'avec ça, chacun d'entre vous saura si dans Imperium, il se voit avancer ou pas. Parce que, comme je l'ai dit, c'est très exigeant. Ce n'est pas facile. Mais si on ne fait pas ça, demain, on ne peut pas renouveler la classe politique congolaise. Il faut que les gens comprennent différemment et qu'ils viennent avec des vraies connaissances solides sur des sujets. Depuis ce qui en est dit à l'extérieur et ce que nous, on en comprend dans notre tradition. Merci beaucoup à vous tous. Et je vous dis, on fera sûrement mercredi. Parce que mardi, je dois aller voir nos frères congolais à Tel Aviv, parce que j'ai déplacé déjà le rendez-vous d'aujourd'hui. Demain, je pensais être libre, mais j'ai un rendez-vous. Donc, mardi, je dois être à Tel Aviv. Avec le... Ah, donc, Rabbin, ce n'est plus le lundi alors? Ah, parce que demain soir, j'ai la Eloula du Rakadosh. Donc, j'avais oublié ça dans mon programme. Donc, il faut que je sois là pour animer le dîner. Comme je vais prendre le temps avec vous, donc j'avais dit à papa Nelly qu'on fasse ça mardi. Comme ça, je décale le meeting. On fait meeting mercredi. Et mardi, comme ça, on peut travailler sur les dossiers qui nous concernent. Ah, le mardi, à quelle heure? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est comme d'habitude, 19h, comme quand je sais que vous avez fini le travail, on se retrouve et on essaie de faire ça
petit comité, vraiment le noyau, comme vous savez. Et on peut faire ça, si on peut faire à Tel Aviv, c'est le cas. Comme ça, nous, pour rentrer après sur Jérusalem, on a le train directement. Et on le fait où? À Tel Aviv? Oui, ça serait bien. Si vous avez la possibilité. Tel Aviv, proche de Bat-Yam, je n'ai pas de problème. Qu'on soit, moi, non, mais non. Nous, on attend seulement que toi, tu nous signales, ça sera où on connaît déjà l'heure, c'est aux environs des 19 h. Il n'y a pas de problème. Et... Je vais vous envoyer le lieu dès que ça, et on se voit donc le mardi soir à Tel Aviv avec le comité congolais. Ça va, merci, Abel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous avez dit, quand vous m'avez envoyé le message, vous avez dit que ce soit pendant le temps de déjeuner. C'est ce que j'ai compris. Non, ce que j'ai proposé, j'ai dit, si vous voulez absolument qu'on fasse le rendez-vous lundi, il faudrait qu'on fasse plutôt en milieu de journée. Sinon, on fait ça mardi. Mais je sais que milieu de journée, il y en a qui sont au travail. Travail, oui. Ah bon. Mardi, ça sera un peu difficile pour nous. Moi et Coco, ça sera un peu difficile. Vous voulez qu'on fasse demain avant midi, vers midi? Non, c'est difficile. Je vous ai envoyé un audio, mais vous n'avez pas suivi. J'ai dit que le midi, c'est difficile parce que les gens sont au travail. Donc, on fait ça mardi. Mardi, c'est bon? Bon, ok. Mardi, mais moi, je m'excuse déjà d'avance, je ne serai pas là. À quel jour tu es disponible? Moi, le mercredi, ça pouvait être bien. C'est mercredi? Oui. Ok. Papa Jean-Marie, papa Jean-Claude, mercredi, c'est bon pour vous? Moi, je n'ai pas de problème, mais je ne sais pas, Jean-Michel, c'est comment? Vanessa, mercredi, ça va? Il est déjà parti. Ah, il est là. Vanessa. Bon, je peux vous rejoindre, il n'y a pas de problème. Hein? On peut pas annuler des réunions comme ça. Peut-être que même après, j'aurai le compte rendu, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, mercredi, il n'y a pas de problème. Je ferai un effort pour être là. Merci, papa. OK. Merci à tout le monde. Merci, papa Jean-Claude. Merci, papa Jean-Michel. Merci, Coco. Merci. OK. Papa, merci en tout cas. Laurent. Merci, maman Blandine. Merci, papa et maman Kitoko. Je ne vous ai pas oublié. Hein. Je sais que j'ai beaucoup de messages, je ne les ai pas oubliés. Je vous appelle demain, sans faute. Et merci, Yehuda. Merci pour ton intervention. Je vois que tu es chaud comme la braise. Allez. Reposez-vous bien. Merci beaucoup, merci. Merci. Et on se dit à mardi, parce que mercredi, je serai en télé. Donc, mardi soir, dernier meeting, avant les nominations pour le parti. Bye bye. Bye.